Mettons qu'on veut mettre en place les conditions gagnantes là, pour que ça se fasse le mieux possible à la maison, puis permettre à notre jeune de se mettre au travail un peu plus facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait favoriser? En fait, on vise à créer un environnement calme. Donc, s'assurer d'avoir des lumières adaptées, par exemple, de diminuer les stimuli, un coin devoir sans bruit, sans écran. Ça favorise la concentration et il peut y avoir aussi des objets qui peuvent nous aider à atteindre plus de concentration ou plus de disponibilité pour nos devoirs. Par exemple, un objet lourd qu'on se met sur les genoux, des outils pour indiquer le temps, des outils pour soutenir la concentration, on parle des coquilles ou plusieurs autres exemples. Et la belle boîte à outils, Josée. Oui, un parent m'avait partagé avoir créé avec son enfant une boîte à outils, notamment une boîte à crayons pour le soir, pour l'étude des mots de vocabulaire. Donc, les mots pouvaient être écrits de différentes façons, par des gros crayons, par un pinceau, à l'heure du bain, dans la fenêtre, avec des grands cartons. Donc, l'enfant choisissait le crayon ou le mode d'écriture spécial. Fait que ça rendait le moment du devoir beaucoup plus amusant. Bienvenue dans le balado au cœur du trouble développemental du langage. Le TDL, comme on l'appelle souvent, se manifeste par des difficultés importantes à acquérir et à utiliser le langage, ce qui complexifie la communication au quotidien. Il touche plus de 7% de la population, mais reste encore méconnu. Je m'appelle Elia Martineau d'Alloprof et avec Josée Lemay et Annie Saint-Amour de l'organisme TDL à Naudière, on vous guide, un épisode à la fois, pour mieux le comprendre et le connaître. On y va? Bon, imaginez, il est 16h30. Votre enfant rentre de l'école, il dépose son sac à dos et demande à manger une petite collation et il a l'air un petit peu fatigué. Mais là, nous autres, on le sait, hein, il y a beaucoup de devoirs à faire. C'est une soirée assez chargée qu'on a à l'agenda. Alors, ce qu'on veut avec cet épisode-ci, c'est vous donner des stratégies efficaces à mettre en place dans la routine à la maison, autant pour les devoirs que pour les leçons, mais aussi dans la routine au quotidien. Avec ces conseils-là, bien sûr, on veut outiller les jeunes qui vivent avec un trouble développemental du langage, mais je suis convaincue que ça s'adresse aussi à tous les élèves. Et là, Josée, Annie, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des routines à la maison? C'est une façon de faire les choses par étapes. C'est quelque chose de prévisible pour tout le monde et notamment pour l'enfant. Et elle s'applique à tout moment de la vie, notamment pour les devoirs. Puis ça sert à quoi exactement, la routine? En fait, c'est intéressant parce que ça renforce la confiance en soi. Comme c'est prévisible, ça réduit le stress et ça favorise de belles relations familiales. C'est clair. On n'a plus à s'astiner. Et ça permet de gagner du temps. Là, j'imagine que l'idée de la routine, c'est, personnellement, là, si je pense à me brosser les dents, il y a quelque chose de répétitif. Hein? C'est ce qu'on veut mettre, on met l'accent sur la répétition, je me trompe? Plus on répète, et plus dans le fond, on apprend à s'automatiser. Ouais. Et là, on s'amène à une autonomie. Bon, là, on rentre, disons, dans la routine des devoirs. Moi, je le sais, c'est pas toujours évident en tant que parent. Des fois, on veut gagner du temps, mais il y a une petite pression sociale aussi qui nous pousse des fois à faire le devoir à la place de notre jeune. C'est quoi, ça devrait être quoi, là, idéalement, le rôle du parent dans tout ça? Dans le fond, comme parent, il faut tout d'abord être disponible, d'avoir une certaine disponibilité pour ce temps-là pour l'enfant, puis d'être disponible, ça veut pas toujours dire d'être assis pendant toute la période de devoir. Comment on fait ça? On peut avoir souvent tendance à vouloir maximiser le temps, parfois en complétant une partie du devoir de l'enfant ou en lui disant les réponses ou quoi écrire. Vaut mieux que l'enfant n'ait pas complété pour que le professeur sache véritablement sa capacité que de le faire à la place comme parent.
par peur du jugement, par peur que mon enfant ait une note parce que son devoir n'est pas complété, par exemple. Notre rôle, c'est de l'accompagner, d'être présent pendant la période de devoir. Il faut encourager les efforts, même si le devoir n'est pas terminé. On est un guide, en fait. Mhm. Tellement. Puis j'imagine aussi, si le parent fait le devoir à la place du jeune, ben l'enseignant le lendemain, ben il saura peut-être pas les difficultés que le jeune vit à travers une notion ou une matière parce que ben il les voit pas. Hein? Il a l'impression que c'est parfait, donc c'est maîtrisé. Fait que oui, je peux comprendre que c'est important là, de pas le faire à sa place. Il est aussi important, il y a de nommer qu'il faut souvent baisser nos exigences comme parents. Quand on a un enfant avec un défi particulier, dans ce cas-ci, avec notre enfant qui a un TDL. Ouais. Puis, si je peux ajouter, parce que je parle au nom d'Alloprof, parfois, nous, on a beaucoup de parents qui nous contactent parce qu'ils sont dépassés par les nouvelles notions qui changent, des fois les règles de grammaire qui ont changé à travers le temps ou simplement parce que les notions sont rendues trop difficiles pour eux. Et donc, ben c'est important de savoir on n'a pas à tout maîtriser en tant que parent, on n'est pas l'enseignant. Vous le disiez tantôt. Alloprof, il y a des fiches, il y a des vidéos qui sont là pour accompagner, pour soutenir le jeune. Il y a des exercices interactifs, mais aussi des jeux qui sont là pour lui permettre de se mettre en pratique. Puis on a notre flotte d'enseignants qui sont là pour répondre aussi à toutes ces questions. Fait que je le mentionne pour décharger un peu les parents là, dans le processus des devoirs à la maison. Et on invite souvent les parents à écrire au professeur, à le dire que l'enfant a eu de la difficulté à le terminer, soit parce qu'il était trop fatigué ou encore parce qu'il n'avait pas bien compris les informations. Il faut aussi se rappeler qu'il est possible, dans le cas qu'un enfant ait un TDL, que l'un des deux parents ait aussi un TDL, sans nécessairement qu'il ait été diagnostiqué plus tôt. Il faut donc se respecter et respecter nos limites en tant que parents, tout comme on respecte les limites de l'enfant. C'est bien dit. Mettons qu'on veut mettre en place les conditions gagnantes là, pour que ça se fasse le mieux possible à la maison, puis permettre à notre jeune de se mettre au travail un peu plus facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait favoriser? En fait, on vise à créer un environnement calme. Donc, s'assurer d'avoir des lumières adaptées, par exemple, de diminuer les stimuli, un coin de devoir sans bruit, sans écran. Ça favorise la concentration et il peut y avoir aussi des objets qui peuvent nous aider à atteindre plus de concentration ou plus de disponibilité pour nos devoirs. Par exemple, un objet lourd quand on se met sur les genoux, des outils pour indiquer le temps, des outils pour soutenir la concentration. On parle des coquilles ou plusieurs autres exemples. Et la belle boîte à outils, Josée. Oui, un parent m'avait partagé avoir créé avec son enfant une boîte à outils, notamment une boîte à crayons pour le soir, pour l'étude des mots de vocabulaire. Donc, les mots pouvaient être écrits de différentes façons, par des gros crayons, par un pinceau, à l'heure du bain, dans la fenêtre, avec des grands cartons. Donc, l'enfant choisissait le crayon ou le mode d'écriture spécial. Fait que ça rendait le moment du devoir beaucoup plus amusant. Donc, la boîte à crayons devient plus motivante pour apprendre, par exemple, les mots de vocabulaire. Mais là, ça nous donne des idées déjà. Disons qu'on veut mettre en place une routine de devoir qui est efficace, mais qui est motivante aussi. On cible les jeunes avec un TDL, mais je pense que on pourrait aussi cibler tous les élèves là, parce que je pense que ça va profiter à tout le monde. Qu'est-ce que vous proposeriez? Bien, en fait, pour un jeune TDL ou d'autres, ce qu'on souhaite, c'est de favoriser l'autonomie. Alors, adapter sa communication, on le sait, depuis plusieurs balados, on se le répète, c'est nécessaire. Et donc, donner une consigne à la fois. Alors, on donne la consigne, il l'a terminée, on revient avec la prochaine. Utiliser des supports visuels, ça peut être aidant. Pour la plupart des jeunes, en fait, fractionner le travail, modéliser la tâche, donner un exemple, s'assurer qu'il a compris, alterner entre la tâche difficile et la tâche facile selon sa disponibilité.
Et surtout, 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 encourager l'effort, le souligner, l'effort que l'enfant fait lors des périodes de devoir. Ça a un impact sur la motivation. Tout à fait. Oui. Puis ici, on parlait de stratégie d'études, parce que c'est pas tous les jeunes qui ont des devoirs. Par contre, l'étude, les leçons, ça, c'est assez généralisé. Qu'est-ce que vous diriez? Oui, il y a plusieurs stratégies, on va en nommer quelques-unes, mais par exemple, les cartes conceptuelles ou les cartes mentales, là, selon ce que vous connaissez, c'est des schémas et c'est plus facile de se repérer. Il y a des lignes du temps aussi qu'on peut facilement faire et que ça met un visuel. Hein. Quand je parle, je pense en histoire, par exemple, ligne du temps, ça peut être intéressant. Les diagrammes, tout ce qui est imagé, en fait, ça peut vraiment soutenir les stratégies d'étude. L'idée de la toile d'araignée, par exemple, pour démontrer les différents liens que l'on peut faire avec un sujet peut être utilisé. Créer des associations, hein? Exactement. Pour structurer un texte et faire une rédaction, vous pouvez utiliser des schémas pour planifier la rédaction. Par exemple, l'idée principale, l'idée au centre et tous les arguments, les exemples et la conclusion. Puis si on souhaite l'aider à structurer un texte, à structurer la lecture aussi, est-ce qu'il y a des recommandations que vous auriez? Oui, bien sûr. Si c'est un roman qu'on lit, par exemple, ça peut être difficile la lecture va s'échelonner à plusieurs jours. Alors, peut-être qu'on va manquer la première partie. On se rappellera pas de la première partie. Donc, ça peut être aussi bien des post-it, des petits résumés. Ça peut être des fiches visuelles qu'on se fait au fur et à mesure. Ça nous permet de garder le fil, de garder sa mémoire. Puis si on veut changer le matériel là, un peu pour stimuler l'intérêt, est-ce que, là, vous aviez parlé, le coffre à crayon, j'ai adoré ça. Y a-t-il d'autres belles idées comme ça? Il peut y avoir des cartes à manipuler, il peut y avoir plein de choses, en fait, qui existent. Oser aller prendre du matériel qui est un peu plus ludique, un peu plus créatif, pour plus mettre ça comme un jeu au lieu d'être très sérieux assis à la table. Des quiz, des comptines. Il faut rendre le tout motivant sans nécessairement se transformer en parent animateur d'un camp de jour. Là. Il y a moyen de trouver de l'information sur Internet qui va vous donner plein d'idées pour, dans le fond, faciliter la période de devoir. Donc, utiliser des couleurs, utiliser des images que vous pouvez aller chercher sur Internet, utiliser l'image d'un souvenir, quelque chose qui s'en souvient, qui va lui permettre de faire une association et, dans le fond, acquérir sa mémoire. Puis là, on en parlait dans un épisode précédent. Ça peut arriver, d'autant plus avec un jeune qui vit avec un trouble développemental du langage, mais la surcharge mentale, hein, à la fin de sa journée d'école, ça se peut qu'il soit fatigué. On va lui demander de faire des fois des petites pauses. En fait, qu'est-ce qui pourrait l'aider dans ces pauses-là pour l'aider à se recharger un petit peu, là? En fait, il est probable et plus que probable, votre enfant va arriver de l'école, il va être fatigué. Le décodage de l'information, chercher ce mot tout au long de la journée, en plus des divers apprentissages, c'est demandant. Donc, le temps de pause est nécessaire avant de passer, par exemple, à la période de devoir. Il faut pas voir les transitions, soit à la marche, soit à l'autobus, comme étant des périodes de pause. Parce qu'à ce moment-là, il y a du bruit, il y a des choses qui stimulent l'enfant à ces moments de transition-là. Il faut vraiment un temps où le cerveau puisse réduire sa surstimulation et être disponible et disposé à faire les travaux. On peut parler, dans le fond, d'un temps plus calme ou aller au parc où ce là, c'est quoi le mot? On décompresse. On peut avoir des activités de l'art, par exemple. On peut faire une petite sieste. On peut avoir un temps à l'extérieur. Donc, en changeant de contexte comme ça peut refavoriser la disponibilité, dans le fond, de l'enfant.
Il faut voir que pour certains enfants, il va être préférable d'avoir une pause d'une 20aine de minutes avant de passer à la routine de devoir. Pour certains, ce sera avant le souper. Pour d'autres, il est possible que ce soit aussi après le souper. Donc, ça, c'est selon chaque enfant, selon leur capacité et leurs limites. Il est possible aussi que le temps de devoir soit réduit certaines journées. Qu'au lieu de faire 10 exercices, il soit capable que d'en faire 2. Ce sont tous des indices qui nous mènent à voir que l'enfant a passé. Quand on dit, nous, on a eu une grosse journée, une très grosse journée, ben les enfants aussi vivent ça. Fait qu'on peut se poser la question, comme parent, est-ce que vous observez votre enfant? Est-ce qu'il est plus disponible le matin? Parce que, dans le fond, on peut étudier un peu le matin. Est-ce que c'est la fin de semaine, qu'on fait tous nos devoirs, puis la semaine, on est libre? Est-ce que c'est avant souper? Est-ce que c'est après souper? Donc, on peut se poser la question. Ça pourrait être une belle observation. Puis là, en plus de ça, ben souvent, ce qui se passe à la maison versus ce qui se passe en classe, c'est pas la même chose. Des fois, on peut faire des observations qui sont super intéressantes, mais on veut les partager à l'enseignant. Comment est-ce qu'on peut rendre ça constructif pour l'enseignant? Ben, je pense que la clé ou le truc dans ces situations-là, c'est d'en faire part au professeur, d'écrire à l'enseignant pour démontrer, hier soir, c'était difficile. Mon enfant n'a pas compris tel concept. Ça lui a été difficile de faire l'ensemble de l'exercice. Donc, la collaboration avec l'école est ultra importante. La communication est importante et il faut faire équipe. Le professeur a aussi besoin de savoir si l'enfant est capable de refaire à la maison les apprentissages et s'il en est capable ou pas. C'est deux choses différentes. Puis en fait, si on observe que les devoirs sont difficiles, sont longs, qui ont des comportements, puis que c'est vraiment lourd à la maison, en fait, on peut demander conseil à l'enseignant. On peut demander s'il y a des devoirs qu'on peut prioriser. Est-ce qu'il y a des études que je peux prioriser qui peut alléger un peu les choses? Mesdames, on a fait le tour de beaucoup de choses à travers tous nos épisodes du balado. Ça se peut qu'il y ait encore des parents ou des proches qui savent pas par quoi commencer. Est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement ou une petite clé à leur transmettre avant de terminer? Il faut se rappeler que chaque petit pas est une victoire. Chaque petit pas est un avancement. En mettant en place les stratégies, qu'elles soient simples ou un peu plus complexes, on accompagne notre enfant, puis on peut faire la différence dans la vie de notre enfant. Renforcer sa confiance en soi, lui permettre de vivre des réussites, ça fait partie de l'apprentissage. Et surtout, il faut se rappeler que les parents sont pas seuls, qu'il existe des ressources, qu'il existe des outils pour les accompagner dans leur rôle de parent à travers le parcours scolaire d'un enfant. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, donc allez chercher de l'aide, du support, du soutien pour vous et pour votre famille. Moi, je mentionne que vous faites partie de ces alliés-là, TDL Lanaudière. On a déjà mentionné aussi le regroupement TDL du Québec. Moi, j'ajoute encore une fois Alloprof parce que je pense que dans tout ce qui est du parcours scolaire du jeune, on est un outil de plus pour l'accompagner, pour accompagner le parent aussi. Un grand merci à vous deux d'avoir fait le tour de ce grand sujet-là avec nous. Je pense qu'on est allé en profondeur, on est allé au cœur du TDL. Est-ce que c'est mission accomplie, selon vous? Mission accomplie. Mission accomplie. Super! Un autre message que j'aimerais que l'on retienne, c'est que l'objectif de ce balado était de sensibiliser les gens aux troubles développementaux du langage. Parce que en parler, s'informer, c'est déjà un pas de plus vers l'accompagnement de mon enfant. C'est bien dit. À vous de jouer maintenant, à ceux qui nous écoutent, partagez au plus grand nombre. Merci pour tout. Merci. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le trouble développemental du langage. Je remercie Josée Lemay et Annie Saint-Amour pour leur générosité et tous leurs conseils.
Si vous souhaitez en savoir plus, l'organisme TDL Lanaudière offre de nombreuses ressources et un soutien vraiment précieux. Visitez leur site web tdl-lanaudière.org ou encore consultez les articles sur le site d'Alloprof. On remercie notre partenaire, la Shop Studio, où le balado a été enregistré. Et nous, bien, on se retrouve au prochain épisode. Il n'existe pas de portrait type d'une personne vivant avec le trouble développemental du langage. Les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous croyez que votre enfant pourrait présenter un TDL, nous vous encourageons à consulter un spécialiste afin d'obtenir une évaluation et un accompagnement adapté à sa situation.